Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre des Arts pour la suite de ce cycle consacré au polar, avec ce film de William Friedkin, Police fédérale Los Angeles, donc en anglais To Live and Die in LA. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu ici ? Voilà, pas tant que ça, et peut-être, je sais pas, peut-être vous l'avez pas vu sur grand écran. J'espère que ça sera l'occasion de redécouvrir le film. On a une belle copie ce soir. Alors, en deux mots, le film, vous allez voir, c'est l'histoire d'une traque policière contre un faux monnayeur. Bon, je résume très vite, avec un personnage principal qui est une sorte de chien fou, voilà, qui va poursuivre le faux monnayeur. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, cette histoire, en fait, elle est inspirée d'un roman qui avait été écrit par Gerald Petievich, qui avait écrit le roman en 84, je crois, et qui était un ancien agent des services secrets, et qui donc savait de quoi il parlait. Alors je vous raconterai un petit peu après la projection comment il a participé au tournage, parce que c'est assez intéressant. Film de Friedkin, donc, que vous connaissez probablement. Vous avez probablement vu, j'imagine, French Connection, que j'ai d'ailleurs repassé il n'y a pas très longtemps ici. Et puis L'Exorciste, qui sont quand même ses plus gros succès commerciaux et critiques, mais peut-être quand ils ont été réévalués plus tard. Enfin bon, Friedkin, il a quand même une carrière assez longue, mais peut-être on peut dire qu'il n'a pas eu tant de gros succès que ça. Et à mon sens, ce film-là que vous allez voir est un de ses 3-4 plus grands films, et peut-être même le dernier. Il faut savoir qu'il est resté en activité quand même à peu près dans les années 2010, quelque chose comme ça. Alors à la base, c'est un fils d'immigrants juifs ukrainiens. Il vivait à Chicago et il est en grande partie autodidacte. Il a commencé à travailler à la télévision en faisant des petits boulots, puis il a monté un peu les échelons comme ça, et puis il a surtout réalisé des documentaires donc dans les années 60, dont un qui s'appelle The People versus Paul Crump, en 62, qui est un film qui va s'intéresser au cas d'un condamné à mort et qui va réenquêter en fait sur son histoire pour essayer de changer le verdict. Friedkin va réaliser plusieurs films, je ne peux pas tous vous les citer, mais il va connaître le succès uniquement à partir de 71 avec French Connection. Alors c'est évidemment un des cinéastes auxquels on pense le plus quand on parle du nouvel Hollywood, et effectivement avec French Connection, en fait, il va renouveler le genre du polar. Il va réécrire un peu la recette du polar, et ça va influencer tous les polars qui vont suivre, dont certains que vous avez vus cette année, et je crois que je vous en avais déjà parlé. En gros, c'est réinjecter, si vous voulez, un mode de tournage qui est plus indexé sur le documentaire, donc ajouter beaucoup de réalisme dans les films, et puis en grande partie, ce qu'on voyait souvent dans les polars de l'époque, il se passait souvent dans des grandes métropoles comme New York, plutôt que Los Angeles. French Connection, c'est un film que Friedkin a réalisé en s'inspirant pas mal du film Z, d'ailleurs, de Costa Gavras, qui a été réalisé 2-3 ans plus tôt. Donc French Connection, ça se passe à New York, c'est pas le New York de carte postale. On voit surtout des rues sales, des appartements cradingues, un personnage principal plutôt désagréable, vraiment anti-héros, incarné par un acteur qui est pas du tout une star. Voilà un petit peu la recette du polar réaliste version Friedkin. Et puis il va réitérer en fait ce succès au box-office en 73 avec L'Exorciste, que vous avez, j'imagine, peut-être vu, qui est un film qui va renouveler le film d'horreur. Alors il y a eu un précédent pour le nouvel Hollywood de films d'horreur qui ont renouvelé le genre. On peut penser à La Nuit des Morts Vivants ou Rosemary's Baby, mais là Friedkin va vraiment pousser les curseurs très loin, notamment en termes de représentation graphique. Il s'attaque à un genre qui est le film gothique, en gros, avec des histoires de possession, mais il va le faire avec une espèce de précision qu'on peut qualifié de documentaire, même si c'est du fantastique. Mais voilà, donc c'est un film qui va
aussi entrer un peu en résonance avec des problèmes de société à l'époque aux États-Unis. En gros, une espèce de peur, si vous voulez, de cassure entre des générations. Si vous voulez, pour le dire en 2 mots, c'est un peu comme si les parents ne reconnaissaient plus leurs enfants. Voilà, c'est un petit peu ça la métaphore de L'Exorciste. Bon, donc ça c'est voilà pour ces 2 énormes succès début des années 70. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est que 2 films finalement, Friedkin dans les années 70, parce que son prochain film, ça va être en 77, Sorcerer, qui est peut-être son chef-d'œuvre, mais qui va se planter royalement au box-office. Il sort à peu près au même moment que Star Wars, et il semble que les gens ont plus envie de voir des films comme ça, un peu adultes, un peu durs. Alors là, c'est un projet quand même c'est un remake de Salaire de la peur. Déjà, j'aurais dû vous préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Remake du Salaire de la peur qu'il a resitué en Amérique centrale, il me semble, enfin en tout cas dans la jungle, avec des conditions de tournage extrêmement difficiles. Et voilà, donc en tout cas, très très grand film, mais qui se plante complètement au box-office. Et après ça, Friedkin tourne d'autres films, mais sa carrière est quand même du plomb dans l'aile, quoi, si on peut dire. Il va quand même faire, je peux citer quand même en 1980, un film qui s'appelle Cruising, qui est un polar avec Al Pacino, qui se passe dans le milieu gay et SM de New York. Donc quand on y repense, c'est quand même assez dingue. Al Pacino a pris des risques pour son image d'acteur, si on veut, à l'époque. Et c'est un film très sulfureux, voilà, qui va beaucoup jouer avec cette espèce de personnage qui va finalement perdre un peu ses repères, quoi, aussi bien sur les questions du bien et du mal que de l'identité. Alors c'est à voir, mais c'est peut-être pas forcément sa plus grande réussite. Enfin, globalement, Friedkin, c'est quand même quelqu'un qui, quand il fait un film, je crois qu'il aime bien que ça soit une expérience un peu limite, quoi. Il a besoin, si vous voulez, pas forcément de tout storyboarder à la Hitchcock, mais de vivre quelque chose et de vivre une expérience, si vous voulez, si le film va être réussi, si l'expérience du tournage est intense, quoi, d'une certaine manière. Et il a besoin on a l'impression que le film soit une exploration presque entre guillemets de nouveaux territoires, quoi. Donc voilà, il y a ça qui le caractérise, et puis aussi on va dire au minimum une ambivalence morale, hein. La question du bien et du mal chez Friedkin, c'est selon les points de vue, en fait, c'est un vrai problème. Parce qu'on en reparlera après avoir vu ce film, peut-être. On a parfois du mal à savoir sur quel pied il danse ou comment il se situe par rapport à ces questions. Bon, enfin, donc en 85, il y a ce film To Live and Die in LA que Friedkin a conçu un petit peu comme son grand retour au polar, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, son projet, c'est un peu de refaire French Connection en le réactualisant, vis-à-vis de l'état de la société des États-Unis, les années 80. Et il va changer certaines choses qui sont, c'est dans le titre, premier abord, c'est qu'il va tourner à Los Angeles. Alors, par contre, il va, c'est pareil, il va pas filmer le Los Angeles de carte postale. Hein, c'est comme pour New York, il va plutôt nous emmener dans des endroits qu'on connaît mal. C'est pas du tout le Los Angeles qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Mais bon, enfin, on en reparlera un peu après le film. Et puis, il a quand même un souci aussi de réalisme, d'insuffler en fait de la spontanéité dans le tournage. Je vous redirai aussi un peu quelques mots après la projection, mais en gros il a une méthode de tournage un peu j'allais dire un peu kamikaze, mais au sens où c'est pas storyboardé, il n'y a pas de marque au sol, parfois il va filmer les répétitions des acteurs, et puis il va même pas faire de vraies prises. Voilà, donc il y a un côté comme ça très pris sur le vif, très spontané, qui à mon avis fonctionne très bien. Et en même temps, il y a pas mal d'éléments, vous allez voir, qui sont typiquement des années 80. Premier rang desquels la musique de Wang Chung, qui aujourd'hui peut être perçue comme très très kitsch, mais qui fonctionne comme une sorte d'emballage comme ça de l'air du temps.
et qui est néanmoins, je trouve, très, très énergique. Alors bon, c'est quand même un film qui ne va pas tourner avec beaucoup d'argent. Le budget, ça doit être 6 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme à l'époque. Et il va prendre, comme pour Friend Connection, il ne va pas prendre des stars pour jouer dedans. Il va, dans le rôle principal, il va embaucher William Peterson, qui est pas du tout connu à l'époque. C'est quelqu'un qui va faire principalement 2 films, celui-ci et puis un an après Manhunter de Michael Mann. En français, c'est Sixième Sens. Et puis après, sa filmographie, ça donne pas grand-chose. Après, voilà, si vous êtes fan de séries télé, il va se faire un nom, on va dire, dans les experts dans les années 2000. Hein. Donc voilà, bon, c'est pas forcément super, quoi. Mais son coéquipier dans le film, c'est John Pankow. C'est pareil, quelqu'un qui est pas connu du tout, qui a pas eu une carrière dingue. Par contre, le méchant du film, j'ai envie de dire, c'est Willem Dafoe. Et là, c'est son premier grand rôle, sans doute. Et alors, vous l'avez sans doute vu depuis, mais c'est un acteur qui a la particularité d'avoir circulé beaucoup entre les films d'auteur, par exemple les films de Paul Schrader, Abel Ferrara, des choses comme ça, et puis des blockbusters, par exemple, vous l'avez peut-être vu dans Spider-Man, John Wick. Voilà, quelqu'un qui tourne beaucoup et qui passe assez facilement, on va dire, d'un pôle à un autre de l'industrie, quoi. Vous allez reconnaître dans le film aussi John Turturro, qui pareil à l'époque n'était pas connu, mais qui va devenir un peu une coqueluche du cinéma indépendant américain dans les années 90. Vous l'avez peut-être vu chez les frères Cohen, dans Barton Fink, des choses comme ça, chez Spike Lee aussi. Et puis voilà, et Dean Stockwell aussi, qui est un acteur qui a une énorme carrière, quoi. Donc voilà, alors c'est voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de trucs déjà, je vais trop parler. Juste peut-être finir en ajoutant que oui, quand même, le chef opérateur, c'est Robbie Muller. C'était le chef opérateur de Wenders. Donc tout de suite, quand on dit ça, on se dit mais quel est le rapport de Wenders avec un polar de Friedkin? Il n'y en a pas vraiment, sauf que Robbie Muller, en fait, c'est un chef opérateur qui est réputé pour sa vitesse d'exécution. Et c'est ça que Friedkin allait chercher chez lui, quelqu'un qui est capable de tourner très très vite. Donc voilà, vous allez pouvoir juger sur pièce avec ce film donc, qui sort le 1er novembre 85. Qui n'a pas été un échec au box-office. Je crois qu'il a dû rapporter 17 millions, donc c'est pas un vrai échec, mais Friedkin était très déçu. Bon, je pense qu'il s'attendait à un méga carton. Et je crois que le film a mis un peu de temps à être reconnu quand même par la critique. Puis récemment, avec les éditions Blu-ray, bon, il y a des très belles éditions qui ont été faites. Enfin, le film a trouvé une place, mais je crois qu'à l'époque, il a quand même, à mon avis, un peu désarçonné, quoi, à la fois peut-être les fans de Friedkin. Et puis, c'était pas forcément considéré comme un film d'auteur, mais je pense quand même que c'est un très grand polar et un très grand film, et qui dit plein de choses aussi sur la société américaine de l'époque. Voilà. Donc, on s'ennuie pas. C'est aussi un grand film d'action. Et en même temps, je crois, très intelligent. Voilà, bon film et à tout à l'heure. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé d'avoir coupé cette fabuleuse musique de Wang Chung. En fait, en voyant, je la trouve vachement bien, cette musique. Pour certains, peut-être elle peut paraître kitsch. Enfin, c'est très années 80, quoi. Mais voilà. Pas trop surpris par la fin quand même, le fait que le personnage principal meure dans le dernier quart d'heure, un truc comme ça, même si c'est de toute façon, c'était une fin logique. Et d'ailleurs, en parenthèse, je profite tout de suite pour dire, si vous regardez les bonus DVD, sur la plupart des éditions, il y a une fin alternative. En fait, Friedkin, le studio lui avait demandé de tourner une fin alternative où les 2 policiers s'en sortaient et se retrouvait placardisé en Alaska ou je sais pas où, et il regardait à la télé, voilà, la suite des procès, etc. Bon, et il a tourné donc cette fin qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qu'on peut voir donc sur les bonus DVD, et puis il a réussi à imposer sa propre fin, quoi, voilà. Donc ouais. Donc oui, alors un film optimiste.
et complètement moral. Non, mais de toute façon, c'est comme ça qu'on l'aime, hein, Friedkin. Après, je veux dire, c'est pour ça que je disais c'est du grand Friedkin et peut-être, à mon avis, un de ses meilleurs films. Alors, après, comme vous avez pu le voir, je pense, et comme je vous disais avant la séance, il a quand même, il me semble, tout fait dans ce film pour qu'il y ait une sensation de réalisme assez forte quand même. Comme je vous disais, il a pas storyboardé, enfin il avait un côté un peu tournage guérilla, quoi. Alors ça dépend des séquences, évidemment. La fabuleuse scène de course-poursuite, elle a été chorégraphiée, évidemment. Mais le reste, il y a beaucoup de choses qui ont été tournées comme ça, assez vite. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est le moment où ils ont arrêté le Chinaman, là, le chinois, et qui se retrouve sous sous l'autoroute devant le pilier, en fait, et il frappe la mallette contre le pilier. Et je pense que dans un film normal, il n'aurait pas eu besoin de s'y reprendre à 15 fois comme ça. Là, en fait, sur le tournage, Friedkin a utilisé une vraie mallette avec un vrai cadenas, etc. Et il ne l'a pas dit à l'acteur, il a dit démerde-toi et tu tapes jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Donc, et je trouve que ça marche super bien parce qu'il y a ce supplément finalement de réalisme, quoi. De toute façon, on voit bien que c'est un film qui marche aussi un peu à l'énergie pure, enfin qui est un peu aligné sur l'espèce de folie furieuse du personnage, quoi. Ce type qui fonctionne à l'adrénaline, etc. Alors il y a, puisque je parlais de la course-poursuite, parce que ça je vous l'avais pas dit, mais il voulait aussi évidemment, donc il voulait refaire le coup de French Connection, et donc y compris la fameuse scène de course-poursuite qui était restée dans toutes les mémoires comme la plus grande scène de course-poursuite de l'histoire du cinéma. Vous vous souvenez, French Connection, c'était quelque chose d'extrêmement simple, hein, mais d'extrêmement efficace. Un métro qui va tout droit, métro aérien, qui passe 2-3 stations comme ça, et en dessous, Gene Hackman dans une voiture à 100 à l'heure, complètement dingue, et qui roule à fond dans les rues de New York. Mais c'est une ligne droite, séquence hyper impressionnante, et j'aime beaucoup ce qu'il a fait là. Alors je sais pas s'il a réussi à dépasser le modèle, mais je trouve qu'il a réussi en tout cas à faire une belle variante, qui joue plus pour le coup sur les variations de vitesse, il me semble, puisqu'il y a plusieurs parties dans cette course-poursuite, justement, plusieurs décors, quoi. Alors elle a pris quand même 6 semaines à être tournée, c'est quand même assez colossal. Et donc voilà, il y a pas mal d'anecdotes sur cette course-poursuite. Ils avaient mis une anecdote qui est assez significative. Ils avaient mis une caméra sur le capot d'une voiture, comme ça se fait beaucoup dans ces cas-là. Et il y en a une qu'ils avaient surnommée tête brûlée, quoi, voilà. Donc je trouve que c'est assez représentatif du projet du film. Mais je crois que John Pankow, là, l'acteur qui était sur la banquette arrière, il y a des moments où il a vraiment eu peur, et il semblerait que il n'avait pas beaucoup besoin de se forcer pour jouer le côté terrifié. Voilà. Parce qu'ils sont vraiment allés à fond. Mais il y a des choses assez étonnantes, comme ce moment où on voit la voiture zigzaguer à contresens, et elle flotte un peu là. En fait, alors ça va vite, c'est plutôt évidemment très bien monté, mais elle était en fait vraiment montée sur une plateforme pivotante. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu artificiel comme ça, que je trouve quand même assez réussi. Et puis il y a une des trouvailles que je trouve très forte de Friedkin, c'est d'avoir joué sur la focalisation sonore. Au début, c'est très beau. À un moment donné, je crois que c'est vers le début de la course-poursuite. D'un seul coup, on n'entend plus que les pigeons, là, et puis le bruit de la respiration. Ouais, et c'est des choses, il me semble, qui ne se faisaient pas beaucoup à l'époque. Je me demande même si ce n'est pas dans ce film-là qu'on voit le premier usage de ce type d'effet qui aujourd'hui est assez commun. Et puis après, il va jouer beaucoup avec le bruit des moteurs, par exemple. Ce genre de choses, quoi. Et alors, il y a une chose, je ne sais pas si vous l'avez repéré dans cette course-poursuite qui est complètement aberrante. C'est sur l'autoroute, parce qu'il prend l'autoroute à contresens. Mais si vous regardez le sens de circulation des voitures, c'est comme si on se trouvait en Angleterre. C'est-à-dire les voitures roulent à gauche. C'est très, très bizarre.
Il y a pas vraiment d'explication. Je crois que Friedkin avait dit que voilà, la lumière était mieux de ce côté-là. Je trouve ça un peu bizarre, mais parce que ils ont vraiment pris un tronçon d'autoroute, voilà, ils ont mis des voitures à eux, etc. Bien sûr. Donc tout ça est fait exprès. Et donc moi, mon interprétation, je pense, c'est que ça fait partie de tout ce travail un peu de désorientation qui est à l'œuvre dans le film. Géographiquement, on aurait quand même bien du mal souvent à dire où on est. Enfin, déjà, Los Angeles, bon, à la base, c'est une espèce de ville extrêmement étendue, qui a vaguement un centre. Mais pour moi, on a rarement eu cette sensation de pas savoir où on est géographiquement dans la ville, comment on passe d'un endroit à un autre, etc. On voit des lieux comme ça qui sont plus ou moins louches, plus ou moins paumés, plus ou moins glauques. Et je trouve que cette idée, finalement, est assez bien symbolisée dans cette inversion du sens de circulation qu'on ne perçoit pas forcément bien, mais il me semble que voilà, au moins inconsciemment, ça rentre un peu comme ça, quoi. Et puis bon, puisqu'on parlait de morale, quoi, en termes de désorientation, le film est quand même pas mal parce qu'effectivement, ça part dans tous les sens. Alors, il y a, oui, enfin, puisqu'on parlait de désorientation, il y a cette scène dans les toilettes de l'aéroport, vous savez, quand il court après John Turturro. Bon, déjà, il court après Turturro sur des espèces d'escaliers roulants, et à un moment donné, il monte sur la rampe centrale. Bon, ça, apparemment, ils ont failli se faire virer de l'aéroport parce qu'ils n'avaient pas le droit. Et c'est marrant, ça reste un plan dans le film, mais bon, ça fait partie un peu du tournage, un peu comme ça, comme je vous disais, un peu guérilla, quoi, où ils avaient un peu rien à foutre de rien, quoi. Et donc, dans les toilettes, il y a cette fameuse scène d'arrestation, où Chance finit par réussir à mettre en joue, c'est comment il s'appelait le personnage, j'ai oublié, qui est joué par Turturro. Carl, c'est ça ? Ouais, merci. Et donc voilà, et il y a cet enchaînement finalement avec John Pankow, Vukovic qui arrive derrière, et ensuite, d'abord le flic, et ensuite Vukovic qui arrive derrière. Donc une espèce d'enchaînement où on a l'impression que les gens ne savent pas qui est qui. Il est obligé de montrer sa carte, etc. Et tout le monde se braque comme ça. Ce qui fait qu'on est, voilà, encore une fois, il pose déjà un peu une espèce de truc un peu comique comme ça sur la question de l'identité des gens, qui est flic et qui est voyou, quoi. Bon, après, de toute façon, vous avez bien vu sur le personnage de Chance que c'est quand même un peu un salaud, quand même. Notamment par rapport à son indique. La pauvre, là, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai noté, mais voilà, et en gros il lui dit si tu m'aides pas, je révoque ta liberté conditionnelle. Il couche avec elle et le lendemain il lui balance ça. Enfin, c'est vraiment, il a une espèce d'emprise sur elle, quoi. C'est quand même un type assez dégueulasse. Et puis, de toute façon, vous avez vu, ça lui pose aucun problème de voler l'argent du chinois, etc. Et en plus, le type se révèle être un agent du FBI. Bon, enfin voilà, il y a tout ça. On voit bien que Chance, il a complètement vrillé, et que pour lui, les questions de bien ou de mal, c'est plus du tout en fait à l'ordre du jour. Donc on peut sans doute parler d'amoralité, en fait. Et oui, une sorte de oui, c'est ça. En fait, c'est un personnage qui devient amoral, qui part au début sur un espèce de projet de vengeance, mais dont, enfin, je sais pas vous, mais moi, au bout de 20 minutes, j'avais complètement oublié cette histoire. Enfin, peut-être ça revient à un moment donné dans le dialogue, mais on a complètement oublié cette soi-disant histoire d'amitié de 7 ans, voilà. Donc, et on a l'impression que Friedkin quand même adhère un peu à ce personnage, enfin, qu'il a entraîné avec lui dans quelque chose qui est un projet de pure vitesse. On a l'impression, enfin voilà, on dirait que le projet c'est uniquement d'aller voir quelle ivresse ça procure, tout ça en fait, d'aller tout le temps à fond comme ça dans cette espèce de fuite en avant. De toute façon il y a
il y a un peu évidemment une pulsion de mort là-dedans qui va être effective à la fin, et un côté même un peu suicidaire. En fait, ce que je vous disais peut-être dans des précédentes séances, c'est que effectivement depuis les années 70, on a quand même ces modèles de flics qui sont sur une pente comme ça suicidaire, c'est-à-dire qui vont se lancer dans des enquêtes que de toute façon ils ne peuvent pas résoudre, ou s'opposer à des forces contre lesquelles ils ne peuvent pas gagner, et ça se finit souvent mal pour eux. Et ici, effectivement, ça se finit très mal. Mais aussi, et j'y reviendrai peut-être, parce que le personnage est quand même un peu idiot aussi, quoi. Enfin, il fait quand même énormément de conneries. Enfin, l'histoire avec l'indic, c'est juste pas possible. Enfin, il se fait berner comme un bleu. Même cette histoire de chinois, en fait, qui est en fait un agent du FBI, on a quand même un gros soupçon que c'est son indic qui l'a fourni une fausse information, comme on semble l'apprendre à la fin. Mais sur donc c'est un personnage qui moi j'ai l'impression carbure à l'adrénaline et a un côté un peu suicidaire comme ça. Et vous vous souvenez, au début, on a une séquence qui le caractérise bien là-dessus, puisqu'il y a le moment où il est au-dessus du pont et on a l'impression qu'il va sauter pour se suicider. Enfin, on comprend pas très bien, il a l'air complètement fasciné comme ça. Et après, effectivement, on voit qu'il a un filin. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette séquence, cette scène, elle répond directement à la scène pré-générique du kamikaze islamiste, le terroriste. Parce qu'en fait, lui, il fait la même chose, sauf qu'il il saute on l'a un peu aidé, mais il saute du toit et il tire sa ceinture d'explosifs. Et je crois que le saut de Chance depuis le pont reprend en fait cette scène. Donc il a quand même inscrit en lui quelque chose comme ça on peut dire de suicidaire, quoi. Donc tout un programme. Alors maintenant, peut-être je voudrais aborder ce qui est un peu le cœur du film et qui est lié évidemment à cette histoire de fausse monnaie. Si vous regardez les bonus DVD, il y a plusieurs éditions, il y a un documentaire qui s'intitule Un monde de faussaires. Et c'est intéressant parce que la question de la falsification, elle est évidemment dans le scénario, tout le monde le voit, etc. Mais elle s'étend sur beaucoup d'autres choses dans le film. Il me semble que c'est assez intéressant. Alors c'est là que je voulais vous reparler du fameux Gérald Petievich, c'est ça, qui était donc cet ancien agent secret qui avait écrit le roman à l'origine du film, et qui a aidé Friedkin donc pour se documenter, parce que comment on fabrique de la fausse monnaie, parce que Friedkin avait sans doute l'idée de réaliser cette fabuleuse séquence montage où on voit Masters, toutes les étapes qu'il doit faire pour fabriquer les faux billets. C'est fascinant à voir. Enfin, de toute façon, le cinéma américain fait souvent ça très très bien, de nous détailler le travail qu'il faut, etc., pour arriver à ce résultat. Et donc, il semblerait que Petievich a carrément obtenu la liberté conditionnelle d'un faux monnayeur pour qu'il vienne les conseiller sur le tournage. Et alors, ils auraient fabriqué l'équivalent d'1 million de dollars en faux billets. Donc une grande partie a brûlé sur le tournage et puis ils se sont débarrassés du reste. Mais alors, il y a pas mal de récits, mais qui sont pas toujours hyper concordant, mais bon, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un technicien qui en a mis quelques-uns de côté, des billets, et qui en a filé à ses enfants, ou alors eux, ils se sont servis dans le porte-monnaie, je sais pas, mais ils sont allés les dépenser à l'épicerie du coin. Et donc, ils ne sont pas revenus avec des bonbons, ils sont revenus avec le FBI, qui est revenu interroger les gens de l'équipe, en fait, parce qu'ils se sont dit, mais vous faites quoi? C'est complètement interdit, en fait, de reproduire des dollars. Je crois que ça s'est plus ou moins bien terminé, et Friedkin, même dans ses mémoires, se vantait d'avoir lui-même dépensé quelques billets de 20 dollars. Tout ça pour se vanter qu'ils étaient super bien faits, quoi. Alors les mémoires de Friedkin, je pense qu'il en rajoute un peu de temps en temps, donc je ne sais pas vraiment s'il l'a fait. En tout cas, raconter comme ça avec la distance, c'est assez drôle, et ça participe de cette démarche de Friedkin, quand même un peu comme son personnage, un peu quand même. Moi, je le trouve un peu tête brûlée, quoi. Le gars, il fonce, il fait des trucs. L'idée de fabriquer de la fausse monnaie aux États-Unis
sans comment dire, se protéger légalement, enfin, c'est quand même gonflé, quoi. Enfin voilà, donc et évidemment le film tourne entièrement autour de cette question de la falsification et alors pas seulement des billets, mais tout ce qu'il y a autour. Alors je vous disais aussi avant la projection que c'est un film donc un polar qu'il a décidé de situer à Los Angeles. Et Los Angeles dans les années 80, bon, il y a quand même toute une imagerie qu'on connaît, hein, le côté quand même très clinquant de la ville, voilà, le fric qui se voit quand même beaucoup, surtout dans les productions hollywoodiennes, bien sûr. Mais je trouve que le film est intéressant parce que déjà il nous montre, on voit des signes de richesse, voilà, notamment du côté de l'avocat ou de Masters, il a une Ferrari, je crois, ou enfin une grosse voiture, etc. Mais globalement, on a aussi toute une population qui est plutôt un peu plutôt de classe inférieure. Et je trouve ça assez intéressant qu'il opère ce contraste, en montrant finalement que des gens qui sont quand même tous complètement fous, en fait. Enfin, je sais pas, c'est difficile de trouver un personnage pour attraper l'autre, quoi. Moi, je sais pas. Enfin, en le revoyant, je me dis, est-ce qu'il y a un personnage positif dans cette histoire ? En fait, j'en vois pas. Et voilà. Et donc, ça me faisait penser aussi un peu à ce qu'avait fait De Palma dans Body Double un an ou deux avant. Il y a ce côté, montrer le Los Angeles un peu rutilant comme ça, avec ce vernis hollywoodien, et puis en dessous parler de l'industrie du porno, quoi. Ce côté, montrer un peu l'envers du décor quand même. Alors après, sur la question des faux billets, j'avais une remarque à faire là-dessus, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire finalement Friedkin avec tout ça ? On voit bien que ça fait une intrigue policière, d'accord, mais pourquoi ce sujet en particulier ? Alors, je vais juste prendre une minute pour reparler d'un autre film qui, a priori, n'a rien à voir, mais qui a été fait un peu de temps avant, en 83, qui est L'Argent de Robert Bresson. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le dernier film, de Bresson, qui est fabuleux, enfin, si vous aimez Bresson, parce que c'est vraiment radical, quoi. Et c'est un film dans lequel il parle également de la circulation de faux billets. Et ça part de la haute bourgeoisie avec des gamins qui font circuler des faux billets, qui vont passer de main en main et arriver arriver dans les mains d'un type qui est un conducteur de camion, qui se fait arrêter pour ça alors qu'il y est pour rien et qui va en prison, etc. Enfin, ça finit de manière tragique. Mais là où le film est assez fascinant, c'est sur la question du billet en lui-même, en fait, sur sa valeur et ce qu'il représente. Et dans le film de Bresson, moi, il me semble qu'il le prend vraiment, comme une image. C'est-à-dire qu'on a vraiment une scène qui se passe même chez des photographes, une boutique de photographie. Donc c'est assez explicite, cette idée qu'au fond, un billet, c'est jamais qu'une image. Et si vous voulez, pour Bresson, il me semble, le billet, qu'il soit vrai ou faux, c'est une contrefaçon intrinsèque. Une contrefaçon de quoi ? C'est quelque chose qui se substitue aux relations humaines. C'est-à-dire que pour Bresson, que le billet soit vrai ou faux, il n'a finalement aucune vraie valeur autre que celle qu'on va lui attribuer et qui est un peu flottante, quoi. Donc il y a cette idée-là qui est un peu, peut-être pas évidente à admettre, mais qui rentre dans une vision du monde chez Bresson où, si vous voulez, l'image photographique ou l'image de cinéma, elle a, de la même manière que l'image, si vous voulez, de l'argent ne correspond pour lui à aucune véritable valeur, l'image du cinéma, en fait, n'est pas une reproduction fiable de la réalité chez Bresson. Et c'est pour ça qu'il va quand il va filmer, il va le faire avec énormément de précautions pour être le plus juste possible, pour représenter la réalité.
Donc c'est pour ça que chez Bresson, il me semble, il y a souvent des gros plans d'objets ou des mains, des pieds, etc. Et qu'il est très précautionneux quand il fait jouer ses acteurs. Une espèce voilà, de crainte de ne pas restituer correctement la réalité. Et j'ai l'impression que on pourrait dire que chez Friedkin, c'est un peu l'inverse. Alors il y a une scène en fait qui fait un peu le lien, je trouve, entre les films, entre ces deux films qui a priori n'ont rien à voir. C'est quand Masters fabrique ses billets, vous voyez, dans cette séquence montage qui détaille un peu toutes les étapes. Il y a un moment où il a carrément une plaque photographique, où il souffle et il fait apparaître les billets, c'est très très beau. Et il y a carrément des perforations sur les côtés, donc il est clairement en train de manipuler de la pellicule. Donc je trouve que le lien qui est fait avec le cinéma et la question de l'image de cinéma est assez clair. Mais pour Friedkin, la manière dont il considère l'argent, je pense qu'elle est d'une certaine manière assez proche de Bresson, c'est-à-dire que l'argent pour lui en fait, et qu'il soit vrai ou faux, n'a pas tellement d'importance. Et donc j'ai l'impression qu'il en tire une conclusion inverse, c'est que Bresson, lui, va dire je vais plutôt être dans l'économie, c'est-à-dire que dans ma manière d'utiliser le cinéma, je vais être prudent, je vais pas dépenser entre guillemets en termes d'artifice, quoi. Alors que j'ai l'impression que Friedkin, lui, il va prendre l'option radicalement inverse. C'est que il y a cette idée que de toute façon, si l'argent est faux, on peut le dépenser n'importe comment, et puisque tout est artifice, on peut y aller à fond, quoi. Il y a un côté comme ça, qui rejoint un peu cette idée d'une dépense complètement délirante d'énergie, puisque de toute façon, qu'on dépense 20 000 $, 40 000 $, etc., tout ça, de toute façon, n'a aucune réelle signification. Dans le film, il n'y a quasiment aucun moment où l'argent correspond à quelque chose de concret, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui reste assez abstrait. Et par rapport à ça, d'ailleurs, il ne vous a pas échappé que le personnage de Master, c'était un artiste. Donc évidemment, ça fait aussi le lien avec la question de l'art, de la représentation, en l'occurrence de la peinture. Et Friedkin était un grand collectionneur, je crois, de peinture, entre parenthèses. Et on a... alors, je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans le film, on a un personnage qui est présenté comme un peintre. On voit d'ailleurs au début ses tableaux. Mais le seul moment où on le voit vraiment travailler avec passion, c'est quand il fait les faux billets. C'est pas quand il peint. Le seul moment où il a vraiment un rapport avec la peinture, c'est au début, quand il est il accroche son portrait sur la terrasse, et il n'a pas l'air satisfait, quelque chose qui ne va pas, et il fait brûler la peinture. Après, on apprend que c'est un geste qu'il avait l'habitude de faire, apparemment. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, alors là, peut-être j'entre dans un moment de l'interprétation où je ne suis pas forcément hyper sûr de ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'il a besoin de brûler finalement cette peinture pour arriver à ceux qui l'intéressent. C'est-à-dire que le moment où ça brûle, c'est là où pour lui il a atteint son but, ce qui est assez bizarre. Parce que classiquement on se dit une œuvre d'art, elle est là, elle est terminée, elle dit ce qu'elle a à dire, et pour lui c'est le moment où ça part en fumée, si vous voulez, que c'est intéressant. On a l'impression qu'il un peu comme un geste d'art contemporain, quoi. C'est-à-dire que c'est l'idée comme ça du truc qui s'évapore, qui fait œuvre, quoi, d'une certaine manière. Et donc d'ailleurs c'est pas étonnant que lui-même finisse par brûler dans l'entrepôt à la fin, etc. Donc il y a quand même cette idée, que tout étant artifice, rien n'a finalement de valeur, et tout peut comme ça basculer du jour au lendemain, y compris mourir comme le héros. Et voilà, et on a l'impression que Master, c'est lui qui a compris finalement un petit peu peut-être d'une certaine manière, ce nouveau rapport à l'argent aussi aux États-Unis. Bon, alors, déjà les années 80, tout le monde connaît l'expression, mais tout le monde disait c'est les années fric. Ce moment où il y a des espèces de gens qui se mettent à gagner énormément d'argent, et ça devient un peu abstrait, quoi. C'est-à-dire que pour les gens du quotidien, on voit des circuler comme ça des sommes au-dessus de soi qu'on a du mal à se représenter.
Je crois que c'est même le moment quand même où les États-Unis ont commencé à changer la valeur du dollar, hein, parce que je suis pas économiste, mais il y a une histoire avec le dollar qui était indexé sur l'or, je crois, jusqu'au début des années 70. Et après, c'était un changement radical, en fait, économiquement. Ce qui fait que le dollar ne vaut que ce que les Américains disent qu'ils valent, en fait. Et ils peuvent imprimer tout ce qu'ils veulent, en gros. Donc, je trouve que là-dessus, le film est assez juste sur quand même la période, quoi, sur les années 80. Donc voilà. Et puis, voilà, on a un personnage comme ça, Masters, qui, je trouve, est assez fort. J'ai l'impression que c'est le personnage qui est le plus à l'heure, entre guillemets, à l'inverse du personnage principal, Chance, qui lui a un côté alors un peu désagréable comme ça de macho là, qui roule des mécaniques, qui est quand même assez idiot parce qu'on a parlé tout à l'heure de la façon dont il mène l'enquête. Il est quand même pas hyper doué. Et puis il a ce côté avec son blouson, ses lunettes de soleil, enfin il a une espèce de crâneur insupportable aussi, quoi. Et en face on a Masters qui lui est pas du tout dans ce virilisme un peu de pacotille. Et c'est intéressant de voir que lui, il a même une espèce alors il a on sent que c'est un gars cultivé, qui a du goût, etc. Et puis au niveau de l'identité de genre, je veux dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première fois qu'on le voit dans la boîte de nuit, enfin quand il retrouve sa compagne, on croit d'abord que c'est un garçon, parce qu'on le voit de dos, il l'embrasse, la caméra passe de l'autre côté, elle enlève sa perruque, et ah bah oui, mais en fait c'est sa copine, etc. Donc il y a une ou deux fois dans le film des allusions comme ça à la possibilité qu'il soit aussi homosexuel, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de glissement possible entre les identités sexuelles, y compris sur sa compagne, à qui il offre une femme à la fin, etc. Donc on a un peu le sentiment que ce personnage, je trouve, de Masters, peut-être correspond un peu mieux alors peut-être pas à l'ère du temps, mais une espèce de direction un peu fantasmé que se donnerait l'Amérique à l'époque, hein, pareil le côté un peu androgyne, c'est des choses qu'on voit pas mal à l'époque. Enfin voilà, il me semble que le personnage est assez raccord avec ça, même si je trouve qu'en le revoyant, Friedkin lui attache un peu un qualificatif un peu diabolique. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où je trouve qu'il le rend un peu diabolique. À un moment donné, on le voit rire un peu comme un dément. Il y a des trucs un peu subtils comme ça, mais il lui attache un peu l'étiquette du mal, moi je trouve. Voilà. Bon, après c'est peut-être moi qui surinterprète. Et dernier truc, voilà, je finirai là-dessus sur la question de la falsification, du côté artificiel et de la peinture aussi, du lien avec la peinture. J'ai vu dans un making-of une vidéo, tirée du making-of du film. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez en tête, vous venez de le voir, le moment où Masters veut récupérer son argent auprès du type là, du ghetto, enfin ceux qui faisaient du basket, les Noirs. Et donc, ça, à un moment donné, il y en a un qui se fait tirer une balle dans le visage. C'est une figure qui revient quand même pas mal dans le film. Et c'est assez étrange. Je ne sais pas si ça vous a interrogé, mais je trouve que la manière dont les impacts de balles sont représentés dans le film n'est pas banale. J'ai pas vu ça dans d'autres films. On a l'impression que alors on voit pas toujours l'impact en lui-même, mais on a l'impression que les visages sont aspergés de sang. C'est très curieux. Et concrètement, sur le tournage, en fait, j'ai vu ce qui se passait. Il y a vraiment quelqu'un qui était avec une seringue à côté de l'objectif. Et alors c'est drôle parce que quand on voit le tournage, ils font top et puis il fait comme ça. Donc le bruitage est rajouté après, évidemment. Donc ça a l'air complètement ridicule. Mais quand on le voit, je trouve que ça marche bien. Il y a quelque chose d'assez choquant. Moi, je trouve on n'est pas tout de suite ennuyé par le fait que c'est pas réaliste du tout, quoi. Et je crois bien que c'était Friedkin qui actionnait la seringue. Donc il y a un côté peinture, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc je trouvais ça assez amusant de noter ça aussi au passage, quoi. Voilà. Mais je sais pas, vous avez peut-être des choses à dire ou... Ouais, vas-y. Ouais. Est-ce que il y en a eu avant, peut-être dans les années 70, loin des films des États-Unis, concernant Los Angeles et ces fameux canaux
pour justement déverser toute la flotte, etc. Parce que dans les années 80-90, notamment Terminator 2, mais je pense à Point Break, mais là on est en 85 et il nous fait ça. Est-ce qu'il y a eu des poursuites en voiture sur ces canaux à Los Angeles avant 85? Dans Chinatown, oui, mais c'est... alors, il y a les histoires de canaux, mais c'est les années 30... Enfin, c'est début des années 70, ça représente les années 30. Mais je crois pas qu'il y ait de poursuite de voiture là tout de suite, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Non, mais écoute, là tout de suite, non, ça me vient pas. Effectivement, c'est devenu un peu une figure obligée des films d'action après. Et voilà, au rayon anecdote aussi, j'ai repensé... comment dire, à l'échec de Sorcerer en 77, dans la cour de prison, là, quand ils disent il y a quoi à la télé, un film de science-fiction, et l'autre il dit j'aime pas ces trucs qui se passent dans l'espace. Voilà. Et donc c'est probablement une blague de Friedkin en fait qui a pas très bien digéré son échec contre Star Wars en 77, quoi. Voilà. Juste pour ça, Manhunter, sixième sens, le sixième sens, il a été tourné combien de temps avant? 6 mois? Alors non, si je dis pas de bêtises, Manhunter c'est l'année d'après, mais c'est 86. Mais par contre, Michael Mann a intenté un procès à William Friedkin en lui reprochant d'avoir repris son esthétique développée dans Miami Vice, la série télé à l'époque, qui a posé pas mal de codes visuels des années 80. Mais alors il a perdu le procès, heureusement, mais il s'est vengé, je crois, en achetant avant Friedkin les droits pour Manhunter, enfin un truc comme ça. Mais bon. Après, c'est vrai que quand on voit le film, et notamment au début, je me dis oui, c'est vrai, il y a quand même des figures de style, ça fait penser à du Michael Mann, comment dire, le côté un peu pensif des personnages au volant, avec la manière de filmer la ville, ou l'homme face à l'océan, enfin, un truc qui sont devenus un peu clichés, Michael Mann, quoi. Mais je le sens pas trop dans dans cette esthétique, quoi, Friedkin. J'ai l'impression que plutôt ça l'amuse, en fait, que pour lui, c'est vraiment un peu ridicule, à mon avis. Jean-Paul, sur ce que tu me disais tout à l'heure sur l'argent, je trouve intéressant que je n'ai pas souvenir de film où le policier, tout le film policier tourne autour de la fausse monnaie. J'ai pas, avec une violence pareille. Et ce que je trouve intéressant, et peut-être comme tu le disais par rapport à l'artificialité de la monnaie, quand on regarde, c'est une confiance. On doit avoir confiance dans la valeur réelle de la monnaie. Le système capitaliste, entre guillemets, a créé, même si les mercantiles, il y avait déjà les mercantilistes, mais là, le système capitaliste est obligé de croire à la monnaie. Et là, finalement, c'est une rupture de confiance avec la société, quand tu diffuses que de la fausse monnaie, artificiellement. Et en même temps, je trouve que c'est une rupture avec le capitalisme, avec tout ce que ça fait comme fric, les années fric, ainsi de suite. Je trouve que il y a un message très critique de Friedkin derrière. Oui, tu veux dire que c'est une critique de cette manière de l'argent roi aussi, etc. Et là, quand il met au centre toute la fausse monnaie dans cette histoire-là, c'est une rupture de confiance avec la société, et voilà, et tout peut devenir faux, en quelque sorte. Oui, alors j'ai regardé un petit peu, il me semble que ça s'appelle la valeur fiduciaire, en fait, ce truc-là, mais effectivement, mais c'est complètement ça. Et alors oui, comme tu dis, je pense que Friedkin, disons qu'il nous montre ça. Après, je suis pas sûr que ça se transforme en propos politique, effectivement. Mais par contre, rien que le fait de le mettre au jour, en fait, ce truc-là, oui, on peut dire que c'est politique. De toute façon, c'est juste qu'il a, pour moi, il a capté quelque chose des années 80, d'une espèce d'esprit du temps. Alors après, évidemment, à un moment donné, on peut pas non plus postuler que en fait l'argent ne vaut rien parce qu'il faut tous qu'on vive, qu'on a un salaire, etc. Mais dans l'idée, il y a quand même de ça. Je vous disais, qui est lié en fait à la période, en fait, cette vision qu'on peut avoir, d'immenses richesses comme ça qui peuvent nous passer au-dessus, effectivement, et qui représentent des chiffres qui deviennent complètement abstraits, et on a l'impression qu'ils sont créés de rien. Et d'ailleurs, c'est les années aussi où on parle beaucoup de la bourse, des yuppies, etc. Enfin, pas des yuppies, les traders et tout ça. Et des gens dont on a l'impression qu'ils fabriquent de l'argent à partir de rien. Enfin, ça, c'était aussi une grande mythologie des années 80. Enfin, ce truc de... Enfin, d'ailleurs, il y a le film de Oliver Stone, là, Wall Street, que j'ai revu récemment, qui est assez intéressant là-dessus. Donc ouais, je pense que ça renvoie un peu à tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a... Le film en fait développe à partir de ça une espèce de fuite en avant un peu nihiliste. C'est très curieux parce qu'il y a cette idée que
voilà, puisqu'il n'y a pas de valeur, effectivement, on peut tout dépenser, en fait, on peut démultiplier la dépense d'énergie. Et en fait, là aussi, le film est assez fort parce que il est aussi raccord quand même avec, je trouve, cette société américaine et plus généralement capitaliste. Cette idée, en fait, qu'il faut détruire ou brûler des choses pour produire de la valeur, en fait. Donc, au fond, tout va bien, en fait, dans le film, d'une certaine manière, où ce qui se passe, c'est des gens qui déploient une énergie phénoménale. On a l'impression pour pas grand-chose, mais tout continue comme avant. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a aussi un phénomène de réplication ou de duplication entre les personnages de flics, parce que le personnage de Chance, il est une espèce de copie de son premier coéquipier. Là, au début, ils ont le même costume, etc. Et puis à la fin, c'est Vukovic qui va le copier. Lui, il prend sa place, c'est explicite. Hein, il va avoir son indique, etc. Il s'habille comme lui. Les lunettes de soleil, le blouson, la même attitude de merdeux, quoi. Je veux dire, il est insupportable. Il y a cette idée que de toute façon, il y en a un qui est mort, mais on s'en fout, en fait. Il y en a un autre qui prend la place, et ça sera une copie, en fait. Donc un peu comme on copie les billets de banque, tout ça n'a aucune importance, au fond, puisque ça continue à tourner. Donc oui, tout ça n'est basé sur aucune... Enfin, ce que ça semble dire, c'est que tout ça n'est basé sur aucune vérité tangible, une valeur concrète, je sais pas comment dire, enfin quelque chose de fiable, quoi. Ouais. Bon, ben sauf si quelqu'un voulait ajouter une question. Bon, ben dans ce cas-là, merci beaucoup et voilà, bonne fin de soirée.